Étienne Klein, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui pour pouvoir échanger au sujet d'un document absolument extraordinaire sur lequel j'ai eu la chance de travailler, le manuscrit Einstein-Besseau, qui est un manuscrit de travail composé par Albert Einstein et son ami et confrère Michele Besseau. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer pourquoi ce manuscrit est particulièrement important ? Moi, je le trouve important par deux aspects. Il est émouvant. Einstein ne conservait pas ses brouillons de calcul. Et c'est parce que Michele Besseau avait une grande admiration pour Einstein qui conservait tout ce qui pouvait porter trace de ses travaux. Et on a pu donc retrouver ce manuscrit à la fin du XXe siècle. Et il va changer la façon de comprendre la genèse d'une théorie incroyable qui s'appelle la théorie de la relativité générale, qu'Einstein va publier en 1915, qui est une nouvelle façon de comprendre la gravitation. Elle n'est plus une force qui s'exerce entre les objets au travers de l'espace, elle devient une déformation de la géométrie de l'espace-temps. Et ce manuscrit se déroule à un moment où Einstein a 34 ans, et il rentre d'un séjour de 16 mois à Prague, où il a compris que sa façon de comprendre la gravitation exigeait que l'espace-temps soit déformé par les objets qu'il contient. Il a publié une première théorie avec un de ses amis qui s'appelle Marcel Grossmann, qui était mathématicien, et ils ont publié une théorie, et ce manuscrit montre comment Einstein tente de montrer que cette théorie est la bonne en faisant des tests. Alors il y a deux tests différents. Un premier test qui porte sur ce qu'on appelle la relativité du mouvement de rotation. Einstein veut montrer que le mouvement de rotation est relatif, contrairement au statut qu'il a dans la théorie de Newton. Il fait un calcul, une sorte de démonstration, qui lui plaît tellement qu'en marge de ce calcul, il écrit « stimmt », ce qui veut dire en allemand « ça marche », il est content. Et puis le deuxième test qu'il calcule avec Michele Besseau, c'est celui de la planète Mercure. Parce qu'à cette époque-là, depuis quelques décennies, les astronomes ont remarqué que Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, a une trajectoire qui est conforme à celle qu'on peut calculer à partir des équations de Newton de la gravitation. Mais il y a un petit décalage, très faible. Le point le plus proche de la trajectoire du Soleil, ce qu'on appelle le périhélie, se déplace de 43 secondes d'arc par siècle de plus que ce que prévoient les calculs de Newton. 43 secondes d'arc par siècle, c'est un angle très faible. C'est l'épaisseur d'un cheveu qu'on regarde depuis 1 mètre, depuis une distance d'1 mètre. C'est presque rien. Et Einstein veut montrer que sa théorie, en changeant la façon de comprendre la gravitation, permet de comprendre ce petit désaccord. Et alors, est-ce que, justement, cette théorie arrive à passer le test ? Alors, ils font le calcul. D'abord, ils se trompent sur la masse du Soleil. Ils se trompent d'un facteur 10. Or, elle intervient au carré dans le calcul. Donc, cette erreur produit une erreur d'un facteur 100. Ils se rendent compte de leur erreur. Et puis, ils ont un résultat à la fin qui n'est pas le bon. Au lieu de trouver les 43 secondes d'arc par siècle attendues, ils trouvent 18 secondes d'arc par siècle. Alors, ils sont déçus, sans doute, mais ils tentent un truc. Ils se disent, mais peut-être que ça vient du fait que le Soleil tourne sur lui-même. Et c'est la rotation du Soleil qui pourrait peut-être expliquer ce désaccord. Mais les résultats, là non plus, ne sont pas très convaincants. Et Einstein ne va pas pour autant renoncer à sa théorie, parce que le résultat qu'il a obtenu par ailleurs sur la relativité de la rotation lui plaît tellement qu'en fait, il ne remettra en cause cette première théorie qu'il a mise sur pied avec Grossmann que quelques mois plus tard, pour obtenir les bonnes équations de la théorie de la relativité générale. Et ce qui change dans l'histoire, c'est que quand j'étais étudiant, moi, on me racontait que Einstein avait fait le calcul du périhélie Mercure en 1915 à la fin de l'année et qu'il avait obtenu le résultat 43 secondes d'arc par siècle. Ça a procuré chez lui tellement de joie qu'il a eu des palpitations qui ont failli, dit-il, le faire mourir. Et puis un de ses concurrents, qui était le grand mathématicien David Hilbert, qui travaillait sur le même sujet, a écrit à Einstein pour lui dire « C'est incroyable la vitesse avec laquelle vous avez obtenu le bon calcul pour le périhélie Mercure. » Hilbert était étonné. Mais quand on lit le manuscrit, on a la réponse. C'est qu'en fait, Einstein s'était entraîné à faire le calcul avec des équations qui, certes, n'étaient pas tout à fait les bonnes, mais la méthode de calcul, il l'avait déjà expérimentée dans ce manuscrit avec la collaboration de Michele Besseau. Et c'est ça qui est extraordinaire, peut-être, dans l'histoire du manuscrit, c'est que le manuscrit n'est pas celui où Einstein trouve les équations finales, c'est une étape préparatoire, c'est quand même un manuscrit qui lui permet de poser les fondations
de la théorie définitive, et c'est presque miraculeux que le manuscrit soit parvenu jusqu'à nous, s'agissant d'un brouillon. Oui, alors moi je dirais que ce manuscrit montre les tâtonnements de ce qui va devenir un sésame cosmique. Il faut quand même se rappeler que nous sommes en 2021, et quand on fait de la cosmologie, ou même quand on étudie les fusions de trous noirs, les ondes gravitationnelles, l'émission de lumière par les pulsars, on utilise les équations d'Einstein. C'est-à-dire que plus d'un siècle après leur écriture par Einstein, elles demeurent les bonnes équations de la physique quand il s'agit de décrire des phénomènes gravitationnels. Et puis en effet, le fait que ce manuscrit ait traversé les décennies, même plus d'un siècle, grâce à l'admiration que Bessot avait pour Einstein, il conservait toutes ses lettres, tous les documents qu'ils avaient pu rédiger ensemble, montre que on a là pu, grâce à cette amitié de Bessot, conserver une trace d'un travail intellectuel fondamental qui était à l'ébauche, qui contenait donc des erreurs. Mais les erreurs, elles font partie de la création scientifique. Un scientifique, c'est quelqu'un qui se trompe et qui s'en rend compte. Merci beaucoup Étienne Klein pour vos éclaircissements sur ce manuscrit qui nous permettent de saisir toute l'importance historique et scientifique du document.